problématiques liées à l'apparition de cet univers nouveau qui est celui du numérique. Alors je remercie mes prédécesseurs dans ce débat, parce que je continue d'apprendre, je continue de constater aussi qu'il y a encore je suis un optimiste résolu à ma droite. Merci Jean-Pierre. Premièrement, je vais peut-être d'abord réagir à des choses qui ont été dites et sur la question du multimédia notamment. J'ai le sentiment que à la fois la présence de liens, donc la possibilité de naviguer est un des arguments essentiels du multimédia à venir, mais de la lecture à venir, pardon, mais le multimédia est aussi un des arguments majeurs des nouveaux supports et des techniciens du numérique. Je pense qu'on va le voir, notamment à travers des normes telles que ceux que vous avez donnés. Je repense puisque vous avez donné l'exemple de Rollosman, je crois, et prenons Dada. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut aller dans une connaissance multimédia de Dada, si on n'a pas d'exposition telle que celle qui était au Centre Pompidou il y a quelques mois, il faut acheter des livres, il faut acheter éventuellement des CD, le cinéma Dada en DVD, et bien d'autres choses. C'est vrai que peut-être on pourra, dans l'avenir, on peut supposer qu'il existera un moyen d'avoir de façon simultanée à la fois la voix de Raoul Osman, comment web, d'accord. Et la référence, là je fais simplement la chose, mais justement il y a des travaux qui sont faits, par exemple sur Dada, le futuriste, il y a un site qui recense les écrits dans les langues originales, les vidéos, ce qui c'est en images et en son. Parce que tout est réuni. Bon, donc on pourra se balader avec son reader dans le métro pour écouter la voix de Raoul Osman, regarder un film de Karl Richter et puis passer à une lecture de Tristan Tzara si on a envie. Bon. Je dirais que tout de même, quand on traverse une exposition, on voit bien, je reprends les questions liées à la réception qu'évoquait Jean-Pierre Siméon, quand on traverse une exposition telle que celle de Dada, on est à la fois dans une acquisition de connaissances, mais extrêmement parcellaire et totalement émiettée. C'est-à-dire que normalement, une exposition de ce type-là, s'il y avait par exemple sur le reader que je vais avoir dans l'année prochaine, elle ne doit pas nous exonérer de l'urgence presque d'aller au cœur du texte, puis peut-être même retrouver la matérialité du papier à travers l'édition de 391 qu'avait faite Éric Bossuet dans les années 60. Je peux retrouver là le terme de complémentarité. Simplement, est-ce que cette complémentarité sera rendue possible économiquement? C'est-à-dire, est-ce qu'on aura une édition de 391 en facsimilé telle qu'on l'a connue, je pense que ça n'a pas été réalité depuis cette Losfeld. Bon. Est-ce que je pourrais simplement me contenter des films de Viking Egling sur mon écran de télévision ou avec mon projecteur grand écran? Est-ce que toutes ces choses qui existent aujourd'hui de façon éclatée, qui pourront être probablement regroupées dans l'avenir, est-ce qu'elles pourront exister encore indépendamment chacune d'entre elles? Donc, je pose déjà la question de la production. Deuxièmement, ce que j'entends très souvent comme modèle, dans ce modèle de la complémentarité, c'est la littérature, la poésie continueront, à exception de formes telles que celles que vous avez évoquées, continueront d'exister sur papier. Bon, probablement ce qu'on appelle la littérature grise, le commentaire, l'essai, le livre de recherche, lui, va de plus en plus, en toute probabilité, se retrouver dans le monde du dématérialisé. Vous disiez tout à l'heure que je crois que c'est vous qui le disiez, on peut difficilement se passer du papier pour une approche sensitive telle que la requiert la littérature. Mais pourquoi laisser la philosophie, pourquoi même l'histoire, n'a pas besoin du papier pour cette même approche sensitive? C'est-à-dire qu'il me semble évidemment que la recherche pure et dure, notamment dans les sciences dures, elle peut peut-être aujourd'hui ne se réfugier que dans l'écran, que derrière l'écran, et éventuellement besoin de tirage papier sur son imprimante, des choses à jeter.
je veux dire, il me semble que la connaissance peut aussi parfois avoir besoin de cette approche sensitive. Et je rejoins là ce que disait Jean-Pierre Siméon à propos du besoin de matérialité du livre. Je vais faire donc peut-être un lien plus direct avec le métier que j'exerce, c'est-à-dire qu'il me semble que ce qui est important dans notre participation, dans notre présence dans ce qu'on appelle la chaîne du livre, on pourrait d'ailleurs, je reviendrai, se poser la question de ce que c'est que la chaîne, la chaîne enchaînée, est-ce qu'on manque de liberté dans cette chaîne? Donc la présence des libraires est motivée, il me semble qu'elle se motive d'abord par la présence d'un assortiment, c'est-à-dire que la présence d'une offre réelle, matérielle, de la création d'un environnement. Il me semble que ce qui est important dans notre profession, c'est en quelque sorte presque avant même la communication verbale, c'est-à-dire l'échange avec le lecteur, c'est la communication non verbale, c'est-à-dire c'est la mise en scène, c'est la représentation du livre, du monde du livre, c'est la création d'un environnement. Ça me paraît fondamental. Et que nous ayons des librairies de 100 mètres carrés ou des librairies de 1500 ou 2000 mètres carrés, quelle que soit l'échelle, donc ce qui est important, c'est la représentation que nous faisons du livre. S'il y a une peur que j'ai, moi qui utilisais, je crois que c'est Benoît Hilaire, on est nombreux à avoir plus de 40 ans et à être viscéralement attachés à cette matérialité papier, c'est vrai, mais ce dont j'ai peur quand même, c'est quand on enlève, de doper cette substance au texte, cette substance matérialisée par des livres de formats différents, de contenus différents, de papiers différents, aux odeurs différentes, aux encres différentes, j'ai un peu peur d'aller vers quelque chose de non palpable et dont la médiation ne sera même pas palpable.